Et on continue de parler de cette mission Artemis 2 avec notre invité de ce samedi matin, avec nous, Olivier Sanguy. Bonjour, merci de nous rejoindre une nouvelle fois sur cette antenne dont vous êtes un habitué, responsable de l'actualité spatiale à la Cité de l'Espace de Toulouse. Olivier Sanguy, quel est votre sentiment à l'issue de ce voyage Artemis 2? Vous avez vu les images comme nous. Sur une note peut-être plus personnelle, vous qui suivez tout cela avec énormément d'attention, qu'est-ce qui vous a marqué, touché, ému? Ce qui m'a ému, c'est le retour réussi parce qu'il y avait eu quand même quelques questions à propos du bouclier thermique de cette capsule Orion baptisée Integrity. Bon, finalement, ça s'est très bien passé. Ce qui aussi me touche et qui touche d'ailleurs beaucoup de visiteurs de la Cité de l'Espace, c'est que c'est l'Apollo d'une nouvelle génération. J'étais trop jeune pour suivre vraiment Apollo, j'avais 6 ans pour Apollo 17, et en fait, les gens qui ont vécu Apollo le vivent comme un retour vers cette époque d'exploration lunaire, et les jeunes générations se disent, c'est notre Apollo, et c'est donc vers cela qu'on se dirige aujourd'hui avec ce succès d'Artemis 2. Hmm. Quel bilan tirez-vous de cette aventure? Le bilan immédiat, c'est que le vol d'essai s'est bien déroulé, parce que c'est ce que la NASA disait, Artemis 2 n'était pas vraiment présenté comme une mission scientifique, même il va y avoir sans doute des données scientifiques intéressantes, grâce notamment aux photos de la face cachée par l'équipage, mais avant tout, c'est de savoir que le système capsule Orion et module de service européen, surtout ne l'oublions pas, ont fonctionné quasiment comme prévu, parce qu'aujourd'hui, les États-Unis ne vont pas vers la Lune et n'en reviennent pas sans un module de service fourni par l'Agence spatiale européenne. Vous avez parlé justement de cette module. Les hommes et la femme dont nous parlons sont partis le plus loin possible dans l'espace qu'aucun être humain ne l'ait fait jusqu'ici. À plus de 406 000 kilomètres de la Terre, plus de 1000 fois plus loin que l'ISS. Vitesse extrêmement folle. Comment est-ce que le corps humain résiste à de tels chocs? Parce qu'ils ont été exposés également à beaucoup de radiation. Ah, tout cela est étudié. Il faut savoir que la capsule Orion est étudiée afin de minimiser le niveau de radiation. Il y a même un endroit dans la capsule Orion qui est un petit peu plus protégé des radiations. Ça, c'est surtout lorsqu'il y a des éruptions solaires, où il va donc y avoir plus de radiation que d'habitude, on va dire. Donc, c'est étudié. Le module de service, lui, est là pour fournir la propulsion, l'électricité, l'oxygène pour l'équipage. Maintenant, bon, bien sûr, c'est un record, 406 000 kilomètres, mais honnêtement, quand on va vers la Lune, c'est 400 000 kilomètres, donc c'est juste pour dire, ils ont battu un record qui était celui d'Apollo 13, mais c'est le fait d'aller vers la Lune qui est déjà important, parce que c'est la plus grande distance à laquelle nous sommes allés humains pour l'instant. La Lune, dont la NASA vise peut-être pas la colonisation pure et simple, mais déjà des bases. Ce n'est que le début, dit la NASA, avec la planète Mars en ligne de mire. Ce n'est plus de la science-fiction, c'est atteignable désormais, non? Cela semble atteignable en effet, parce que le plan de la NASA, il se résume par Moon to Mars, c'est-à-dire la Lune pour aller vers Mars. Donc l'idée, c'est d'implanter une base sur Mars. Alors il faut pas voir une ville, c'est plutôt une base. Ça va ressembler à ce qu'on voit en Antarctique où il y a des bases scientifiques. Donc on pourra avoir du personnel scientifique qui feront des sorties régulièrement, qui feront des expériences scientifiques qu'on ne peut faire que sur la Lune et surtout vont préparer les technologies de demain pour Mars. On pense aujourd'hui que pour aller sur Mars, on ne peut pas le faire à l'ancienne, c'est-à-dire qu'on ne peut pas emmener tout ce qu'il faut pour faire le voyage aller et retour, et qu'il faut exploiter les ressources qu'il y a sur place. Par exemple, pour Mars, un des scénarios envisagés par la NASA, c'est de partir sans le carburant du retour. Ça semble complètement fou, mais c'est la solution pour avoir un vaisseau qui présente moins de masse. Et vous fabriquez le carburant sur Mars, à partir de l'atmosphère martienne, on peut fabriquer du carburant fusée. La réaction chimique est connue. Maintenant, ce qu'il faut, c'est fiabiliser la technologie. Et ça, on va peut-être pouvoir le faire sur la Lune. Une des idées, c'est d'exploiter par exemple la glace qu'il y aurait dans le sol de la Lune. La glace, donc c'est de la glace d'eau, ça se boit. Beaucoup d'études avant que des astronautes boivent de l'eau, bien sûr, de la Lune. Mais de l'eau, c'est aussi de l'oxygène et d'hydrogène. Et l'oxygène et l'hydrogène, bien, on en fait notamment du carburant fusée. Donc, c'est cette exploitation des ressources
sur place qui pourraient changer la donne de l'exploration spatiale. Et la Lune, c'est le terrain d'entraînement idéal. C'est à 4 jours. Mars, c'est des mois de voyage. Donc avant de faire ce grand bond vers Mars, on va s'entraîner sur la Lune. En tout cas, c'est le plan de la NASA pour les décennies à venir. Des mois de voyage, au moins 6 mois, Olivier Sanguy, selon les spécialistes. Je parle sous votre contrôle. Qu'on se résume. Artemis 2, mission réussie. La navette a fait preuve de sa solidité face aux éléments. Le trajet Terre-Lune, entre guillemets, s'est très très bien passé. Que nous ont appris jusqu'ici ces missions lunaires, à votre avis? Alors, les missions lunaires Apollo ont confirmé le scénario de formation de la Lune suite à une collision il y a plus de 4 milliards d'années. Un objet à peu près de la taille de Mars, alors c'était pas Mars, mais il avait à peu près cette taille-là, a percuté la Terre. Un morceau de Terre a été arraché, ça a formé la Lune. Maintenant, la géologie lunaire doit être connue dans ses détails, parce qu'on connaît le scénario général, on a une idée, mais pour vraiment connaître la Lune, il faut encore y aller, parce que la Lune est un objet scientifique extrêmement intéressant. C'est un morceau de Terre d'il y a 4 milliards d'années, donc quand vous étudiez la Lune, vous étudiez aussi la Terre, et les futures missions permettront peut-être d'en savoir encore plus. La Lune, vous savez, il y a 12 personnes qui ont marché à sa surface. La surface de la Lune, c'est l'équivalent du continent africain. Je crois que personne, sérieusement, dirait on connaît l'Afrique parce que 12 personnes ont marché dessus. Donc voilà, c'est pour ça que ça reste quand même encore une sorte de continent à découvrir scientifiquement Mhm. et qui en plus permettra technologiquement d'évoluer. C'est un progrès pour l'humanité ou un coup d'avance quelque part aussi sur les Chinois qui ont eux-mêmes leurs propres ambitions lunaires? Alors, ce sont les deux pour les États-Unis. C'est un progrès dans leur programme, ce sont des progrès scientifiques qui s'annoncent, mais très clairement, les États-Unis, surtout le camp républicain aux États-Unis, estiment que l'Amérique doit être de retour sur la Lune avant que la Chine ne s'y pose en habiter, parce que la Chine s'est déjà posée en automatique. Maintenant, du côté chinois, cet aspect course, il n'est pas marqué. La Chine n'a jamais affiché sa volonté d'être sur la Lune avant que l'Amérique y retourne. Donc, c'est une course qui n'est pas forcément suivi de la même façon par la Chine et les États-Unis. Dans cette course spatiale, Olivier Sanguy, quelles sont les perspectives à retenir? Quelles sont aussi peut-être les prochaines dates à relever? Alors les prochaines dates telles que la NASA les annonce, alors le planning est ambitieux tout de même, c'est dès l'année prochaine, il y aura une capsule Orion semblable à celle-là qui restera autour de la Terre pour faire un essai d'amarrage avec un des atterrisseurs lunaires, parce que les atterrisseurs lunaires ne sont pas prêts côté américain. Ce sont deux sociétés privées qui doivent les fournir. La société SpaceX d'Elon Musk, c'est le Starship dans une version spécifique, et la société Blue Origin de Jeff Bezos, le créateur d'Amazon, qui s'est lancé dans le spatial et qui doit fournir un Blue Moon. Normalement, ça devait être le Starship de SpaceX qui devait être l'atterrisseur pour Artemis 4 en 2028, mais la NASA a clairement dit je prendrai le premier qui est prêt. Donc il y a une petite course interne aux États-Unis. Elle, c'est la vraie course où là les deux savent qu'ils font la course. Donc on va voir ce qui va se passer, mais le planning est quand même très ambitieux parce que ces atterrisseurs lunaires n'ont pas encore volé. Être prêt pour 2028, c'est vraiment un défi. Olivier Sanguy, dernière question. Elle est un peu récurrente. Je m'en veux vraiment de vous la poser, mais je la tente quand même, parce qu'on l'entend souvent. Qu'est-ce que vous diriez à quelqu'un qui vous dit, allez, il y a suffisamment de problèmes sur Terre avant d'aller sur Mars ou sur la Lune, occupez-vous déjà de la planète bleue? Qu'est-ce que vous leur diriez en réponse? Oui, vous avez raison de poser la question parce qu'on nous la pose ici à la Cité de l'Espace par nos visiteurs. La réponse, elle est en fait, on peut parler tout simplement d'argent. Le budget de la NASA, c'est 20 à 25 milliards de dollars, donc on se dit, oh là là, c'est beaucoup. Et en fait, ce n'est que 0,6%, je dis bien 0,6% du budget fédéral américain. En Europe, on consacre encore moins d'argent en pourcentage. Donc oui, bien sûr, il faut s'occuper des problèmes sur Terre, mais c'est pas l'argent de l'espace qui empêche de le faire. Et en plus, le spatial permet de s'occuper concrètement de certains problèmes sur Terre. Les technologies permettent des choses qu'on ne pouvait pas faire avant. Et beaucoup de satellites qui tournent autour de la Terre sont des satellites qui observent notre planète pour nous permettre de mieux la gérer et notamment d'observer et de gérer le changement climatique. Donc le spatial n'est pas l'ennemi de la Terre, bien au contraire. Si je résume bien, s'occuper de l'espace, c'est s'occuper de la Terre, Olivier Sanguy. Oui, s'occuper de l'espace, c'est de la connaissance, c'est de la science, et ce sont aussi des outils pour prendre soin de notre planète, tout à fait. Merci beaucoup
pour ces explications, ce témoignage, ces analyses. Merci beaucoup, Olivier Sangui, responsable de l'actualité spatiale à la Cité de l'Espace à Toulouse. Merci.